Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer un sujet que je trouve absolument fascinant. Comment un enfant commence à penser? Et pour ça, on va suivre le psychologue Henri Wallon, qui a une idée de départ assez renversante. Oubliez l'image de la pensée qui se construit brique par brique. Et si au contraire, la toute première structure de la pensée, ce n'était pas un, mais deux? Une paire. C'est ça. C'est une idée qui inverse complètement notre intuition. On pense toujours que le simple vient avant le complexe, l'unité avant la dualité. Exactement. Et Wallon, lui, vous dit non. Au tout début, il y a le couple. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans ce que Wallon appelle la pensée par couple. On va voir ce que c'est, comment ça se manifeste chez l'enfant entre 3 et 7 ans, avec des exemples parfois très concrets, très parlants, et surtout, pourquoi c'est une étape cruciale, un tremplin. Pour cette discussion, on s'est appuyé sur un de ses exposés clés où il détaille toute sa théorie. Alors, pour commencer, quand on parle de couple, de quoi parle-t-on exactement? Alors non, rien de romantique, évidemment. Il faut imaginer le couple comme la molécule intellectuelle de base. La molécule. Oui, c'est son expression. C'est, je cite, l'ultime degré en deçà duquel il n'y a pas de pensée formulable. C'est le premier effort de l'esprit en fait pour sortir du chaos, pour mettre un peu d'ordre. D'accord. Et cette molécule a deux propriétés, deux règles du jeu si on veut. Et quelles sont-elles? La première, c'est l'exigence de complémentarité. Un terme n'a de sens que par rapport à un autre. Comme le jour et la nuit. Exactement. Le jour n'existe que parce qu'il y a la nuit. Le chaud parce qu'il y a le froid. L'un appelle l'autre. D'accord, ça c'est la première chose. Et la deuxième? La deuxième, c'est que ce sont des formations closes. Close. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la relation est exclusive. À ce stade, pour l'enfant, le jour n'a de rapport qu'avec la nuit, le chaud qu'avec le froid. C'est un système fermé, un duo qui se suffit à lui-même. Attendez, ça me paraît un peu rigide, non? Si le chaud est uniquement lié au froid, comment l'enfant peut-il comprendre plus tard que le chaud est aussi lié au feu, par exemple? Ah mais c'est toute la question du développement. Vous anticipez un peu. Mais au début, oui, la pensée est prisonnière de ça. D'accord. C'est ce qui amène Wallon à parler de pluralité encore indivise. C'est un concept un peu étrange. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que le couple est à la fois deux choses, le jour et la nuit, et en même temps une seule entité, inséparable. C'est un paradoxe. Un paradoxe qui doit être compliqué à gérer pour l'enfant, j'imagine. Ah oui, il est tiraillé en permanence. D'un côté, il a besoin d'unifier les choses, de les lier. De l'autre, il a besoin de les séparer, de les différencier. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne une sorte d'oscillation. Soit il va identifier à tort des choses, soit il va confondre des concepts. En gros, c'est une grande phase d'indifférenciation. Les frontières sont encore très très floues. Ces frontières floues, ça me fait penser à un autre terme qui revient souvent dans le texte, le syncrétisme intellectuel. C'est lié, j'imagine. C'est le cadre général, exactement. Le syncrétisme, c'est cette perception du monde qui est globale, primitive. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les éléments ne sont pas encore analysés. L'enfant ne voit pas un tronc, des branches, des feuilles. Il voit l'arbre, comme un tout un peu confus. Ah oui, d'accord. Et de ce grand bain syncrétique naissent toutes sortes de confusions. Par exemple, Par exemple, la confusion entre le subjectif et l'objectif, entre lui et le monde. son désir et la réalité? Voilà. Il y a aussi une confusion entre la cause et l'effet, ou entre celui qui fait et celui qui subit. C'est pour ça qu'on parle de stade pré-catégoriel. Pré-catégoriel, pré-relationnel. Oui, sa pensée ne fonctionne pas par déduction logique. Il juxtapose. Il met des événements côte à côte, mais sans créer de lien formel de causalité. Il raconte plus qu'il n'explique. C'est exactement ça. C'est fascinant. Et je crois que c'est là que ça devient le plus concret. Le document donne tout un inventaire de ces couples et c'est ma partie préférée. Oui, Wallon les a classés, des plus simples aux plus complexes. Et le plus simple de tous, c'est la tautologie. La tautologie, On demande à l'enfant « C'est quoi le soleil ?» Il répond « Le soleil, c'est le soleil. ce qui pour nous est une non-réponse. » Bien sûr. Mais pour lui, c'est une façon de poser une identité, de dire « Cette chose existe, elle est stable, c'est un besoin d'unité. » D'accord. Et juste après ça, Juste après, on a l'assonance. Là, c'est le son qui prend le dessus sur le sens. l'exemple célèbre. La foudre, c'est la poudre. La ressemblance sonore suffit à créer un lien, une explication. C'est incroyable. C'est comme si le cerveau faisait de la poésie avant de faire de la logique. Le son du mot est plus important que sa définition. C'est une très bonne image. Ça montre à quel point la pensée est encore ancrée dans le sensoriel, dans le corps. La musique des mots est un principe d'organisation. D'accord. Et ensuite, on passe à des couples qui sont plus basés sur l'expérience, sur ce que l'enfant voit, la concomitance. Oui,
L'exemple, c'est le vent, c'est le ciel. Pourquoi? Simplement parce que pour lui, ils sont toujours là en même temps. C'est une pseudo-identification. S'ils sont ensemble, c'est qu'ils sont liés, voire la même chose. C'est une logique très pragmatique finalement. Totalement. Et dans cette logique, on distingue le synchronisme, deux choses en même temps, comme la pluie, c'est quand il y a du tonnerre, et la succession, quand l'une suit l'autre. Et on a aussi des couples basés sur les oppositions, les contrastes. Ah, ceux-là sont très puissants, très naturels. On demande « le froid, ça fait quoi ?» La réponse fuse « chaud ». C'est un réflexe. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que, même en opposant, le couple unit. Le froid et le chaud sont tellement soudés qu'ils forment une paire indissociable dans son savoir verbal. Et ça mène à quoi tout ça? Ça culmine dans ce que le texte appelle les automatismes de signification, ceux qui viennent de l'expérience de tous les jours. Et l'exemple est parfait. Allez-y. On demande à un enfant pourquoi la foudre tombe. Sa réponse, parce qu'on l'a poussé. Forcément. Et quand on insiste, qui l'a poussé, la réponse est immédiate. Un monsieur. C'est génial. Ça me rappelle mon neveu qui, devant une rivière, a demandé « Qui a fait couler toute cette eau ?» Cette recherche d'un agent humain partout. C'est exactement ça. Il plaque les schémas de son expérience, un objet tombe si on le pousse, sur des phénomènes naturels qui le dépassent complètement. D'accord. Et si on assemble toutes ces pièces du puzzle, ça donne quoi comme vision du monde, au final? Eh bien, ça donne naissance à plusieurs grandes visions du monde, des formes de causalité très primitives. D'accord. La première, c'est l'anthropomorphisme. L'enfant prête ses propres caractéristiques aux objets. Il va dire que les bateaux nagent avec des mains. Il projette son corps pour comprendre. Logique. Ensuite vient l'animisme. Là, c'est plus profond. Il attribue des intentions, des sentiments. Le vent est en colère. Voilà, le soleil est content. Le monde entier est vivant et intentionnel. Puis on a le finalisme. C'est quoi? C'est la croyance que tout arrive dans un but. La question « pourquoi il pleut ?» ça n'attend pas une explication météo. Ça attend une réponse comme « pour arroser les fleurs ». Comme si le monde était un grand projet bienveillant. Précisément. Et enfin, il y a l'artificialisme. C'est la conviction que tout a été fabriqué par quelqu'un. Qui a construit le ciel? C'est ça. Qui a creusé la rivière? Toutes ces visions découlent de la même difficulté, tracer une frontière nette entre son propre moi et le monde extérieur. On pourrait être tenté de voir ça comme on serrait d'erreurs charmantes, de logique tordue. Mais ce n'est pas du tout ça l'idée de Wallon, n'est-ce pas? Cette étape a une fonction. Absolument. C'est le point le plus important. Wallon insiste. Le couple, même dans sa forme la plus simple, est déjà une pensée de comparaison et de connaissance. Ce n'est pas une phase d'erreur. C'est une phase de construction. C'est une phase de construction. C'est un premier outil, même s'il est imparfait, pour essayer de structurer le réel. D'accord. Et qu'est-ce qui pousse l'enfant à dépasser cette phase? Quel est le moteur du progrès? Le conflit cognitif. C'est ça le moteur. Quand les couples qu'il a formés se heurtent à la réalité ou à ce que les adultes lui disent. Ça ne colle plus. Exactement. Le couple foudre égale poudre ne tient pas longtemps. Cette contradiction l'oblige à revoir son modèle, à affiner ses représentations. Le couple devient alors un instrument de la connaissance. Et comment ça se passe concrètement? Comment on sort de cette pensée binaire? Le grand déblocage, c'est l'introduction d'un troisième terme. Un troisième terme. Oui, tant qu'il ne compare que A et B, il est coincé. Mais dès qu'il peut comparer A et B par rapport à un élément C, qui sert de point de référence, La relation binaire se brise. elle se brise. C'est l'arrivée du relatif, de la nuance. Le chaud n'est plus seulement le contraire du froid, il peut être plus chaud que la glace, mais moins chaud que le feu. Le mot est libéré, en quelque sorte. Il est libéré de son couple originel. Il acquiert une polyvalence. Il peut entrer dans plein de nouvelles relations. Et c'est comme ça que se construisent petit à petit les catégories logiques. Mais c'est un processus lent, bien sûr. Pour résumer le chemin qu'on vient de faire, l'idée de départ de Wallon est forte. La pensée, le n'est pas de l'un, mais du deux, du couple. C'est la première tentative de l'enfant pour mettre de l'ordre dans le chaos. On a vu comment ces couples fonctionnent, de la simple rime au grand contraire, et comment ils façonnent sa vision du monde. Et surtout, on a compris que loin d'être un défaut, cette étape est un tremplin, un outil indispensable pour construire une pensée plus complexe. Tout à fait. Et ça me laisse avec une dernière réflexion, une question qui va un peu au-delà de notre discussion. On a beaucoup parlé de l'enfant, mais cette structure binaire est tellement fondamentale. Je me demande à quel point nous, adultes, face à un sujet nouveau ou très complexe, on ne retombe pas instinctivement dans ces oppositions simples. Le bien contre le mal, nous contre eux. Exactement. Ces couples de pensée qui nous aident à appréhender ce qui nous dépasse. Avant,
et parfois avec beaucoup de mal, de pouvoir intégrer la nuance, la complexité, ce fameux troisième terme. La question que ça soulève, c'est est-ce que la pensée par couple ne reste pas toute notre vie une sorte de mode par défaut de notre esprit face à l'inconnu?